Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui à la Citéco pour assister à cette conférence intitulée Bien-être et mal-être au travail, dérives, importance ou dérives du management. Donc, je suis Pierre Rousseau, président, rédacteur en chef de la revue Economicus, qui est partenaire scientifique et médiatique de la Citéco dans le cadre de cette saison travail. On a pu élaborer plusieurs conférences pour essayer de vous donner un panel des différentes questions, des différents enjeux autour du marché du travail. Et je suis également doctorant en économie au CREST, qui est le centre de recherche en économie et statistique de l'École polytechnique et de l'ENSAE. Et aujourd'hui, avec moi pour discuter de ces thématiques importantes du management, donc, je suis avec Pierre Souchon et Cédric Dalmasso. Pierre Souchon, vous êtes ingénieur et docteur en sciences de gestion et président fondateur du cabinet de conseil Caracal Stratégie. Vous êtes également membre du Cercle de l'innovation. Cédric Dalmasso, vous êtes directeur du centre de gestion scientifique de l'École des mines et vous êtes président du conseil scientifique de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et vous êtes également membre du Cercle de l'innovation. C'est un dénominateur commun que vous avez ensemble. Je vous propose peut-être de décrire ce qu'est le Cercle, puisqu'il y a une grande importance du Cercle dans l'exposition actuelle également. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de votre accueil. La mission du Cercle de l'innovation, c'est vraiment à Paris-Dauphine de réunir des enseignants-chercheurs, comme Cédric ici, des praticiens, des industriels, des personnes qui sont impliquées dans la vie au quotidien de l'entreprise pour aller rechercher les résultats de la recherche en management, en sciences de gestion, et se demander l'usage qu'on pourrait en faire, comment est-ce qu'on peut en tirer des utilisations originales, innovantes dans ces champs d'innovation managériale. Et évidemment, la question du bien-être, on a vu sur les panneaux du bonheur au travail où les dérives du management font partie des sujets qui sont ceux sur lesquels on s'interroge beaucoup. Merci beaucoup. Et donc une vraie synergie entre la recherche et l'application concrète de ces recherches pour les entreprises, les acteurs privés et publics. Donc, vous l'avez compris, le travail est omniprésent dans nos vies. Il a un grand rôle à la fois pour forger notre identité, également, il a un impact sur notre santé, à la fois mentale et physique. Et donc, c'est justement l'objet de cette conférence. Et pour débuter cette conférence, je vous propose de réfléchir à cette notion de management et à l'histoire de cette notion. Et je m'adresse à vous, Pierre. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous définir ce qu'est le management et revenir un peu à son évolution historique, à ce qui prend en compte, dès le début, ces considérations éthiques et morales dont on parle dans bien-être et mal-être au travail? Alors, on ne va pas définir le management en 45 minutes. Pour autant, la question que vous posez, elle est centrale. C'est vrai que cette question de bien-être, de mal-être au travail, de qualité du management, bonheur au travail si l'on veut, c'est un sujet qui occupe beaucoup l'actualité, pour des bonnes raisons parfois, pour des sujets beaucoup plus dramatiques aussi malheureusement parfois. Et on pourrait se demander si cette question, qui aujourd'hui est très actuelle, est quelque chose qui a déjà été, on pourrait dire, embarqué depuis longtemps dans l'histoire du management, ou si c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, récemment, et qui maintenant viendrait s'inviter dans des préoccupations qui n'auraient pas été les nôtres auparavant. Alors, que nous dit l'histoire et que nous dit, on pourrait même faire un petit détour sur, très brièvement, mais même du point de vue étymologique, sur d'où vient cette notion de management, d'où vient ce terme. Et on a pu en discuter au sein du cercle, on a pu d'ailleurs en discuter il y a 2 semaines, ici même, quand on parlait des grands penseurs du management. L'étymologie, elle est différente, mais il y en a une qui est celle que retient le Larousse, qui serait de dire que le management, ça viendrait du terme ménager, du verbe ménager. Et c'est intéressant parce que ça voudrait dire que si le management c'est ménager, on irait trouver à la source même du mot des raisons de se dire que le management devrait en principe en lui-même embarquer ces notions de bon et de qualité. Puisque ménager, c'est employer quelque chose avec un peu d'économie, y mettre les formes pour faire attention de ne pas l'employer au mieux et le plus longtemps possible. On préserve son corps, on préserve quelqu'un, on ménage quelqu'un dans les manières de piloter les choses. Donc on voit que le terme, déjà, la source, devrait embarquer et devrait conserver ces éléments-là. Si on était complètement exhaustif, on irait voir une autre définition du management, qui est celle que ce serait plus une source italienne du terme, qui consiste à faire tourner les gens dans un manège au bout d'une laisse, mais on évitera de retenir cette définition comme privilégiée pour aujourd'hui. Alors, on pourrait aussi, au site de l'histoire, aller regarder ce que les grands penseurs du management, les grands auteurs qui ont jalonné l'histoire du management, ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils ont pu laisser comme petits cailloux, comme traces dans l'histoire du management pour voir s'il y a déjà des jalons qui ont été posés.
Quand on regarde l'histoire du management, l'histoire moderne du management, notamment à partir du début du XXe siècle, il y a différentes théories qui existent, mais il y en a une qui montre que le début du management contemporain, vraiment, ça a été deux ruptures simultanées. Une rupture qui est celle de vraiment s'intéresser à comment est-ce qu'on va systématiser les choses, mettre en place des processus, des organisations, des outils. Et puis il y a aussi un autre mouvement qui est simultané, qui est celui de se dire qu'on va chercher à prendre du recul sur la pratique, pour faire en sorte que les pratiques de management, ça ne soit pas individualisé, soit pas l'expérience d'un seul et d'une personne donc ça soit dépendant de la personnalité, mais qu'on ait une capacité avec ce recul, eh bien, à avoir des sortes de constantes, des invariants dans le management. Systématiser, c'est vraiment les outils, les outils qu'on connaît. On pourrait quand même aller chercher dans quelques récits de grands penseurs du management, ce qu'eux ont pu donc nous laisser comme jalon. On pourrait commencer par Henri Fayol. Henri Fayol, donc c'est l'ingénieur des mines français qui a fait toute sa carrière. C'est intéressant et on le verra que parmi les grands penseurs du management, beaucoup sont à la fois des personnes qui ont cherché à théoriser une pratique, mais ce sont aussi des praticiens impliqués et vraiment aux fonctions, aux commandes de grandes entreprises. C'était le cas d'Henri Fayol. Et Henri Fayol, en 1916, publie son ouvrage et qui nous dit que le management, pour lui, c'est prévoyance, organisation, contrôle, commandement et coordination. C'est des grands principes qu'on descend, qui sont des principes d'action. Et aux côtés de ces grands principes-là, quand on va lire ce que dit Henri Fayol, il dit également que les compétences managériales devraient être accompagnées de capacités morales. Et c'est déjà embarqué dans les premiers termes, cette notion de conditions de capacité morale. Et parmi celles qu'il cite, il y a l'initiative, mais il y a aussi la loyauté, le tact dans les relations avec les personnes. Donc on voit que même quand on est sur des approches, on pourrait dire très dures, prévoyance, organisation, contrôle, on dit qu'il faut faire preuve de tact, de mesure dans les choses. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a les deux facettes qui coexistent. On pourrait regarder aussi plus tard Harold Smithy, qui lui était un des dirigeants de General Electric. Dans son histoire, Smithy, il a fait des choses intéressantes. Il a notamment été celui qui a posé des fondements qu'on aimerait aujourd'hui peut-être retrouver en entreprise sur l'entretien annuel. Il avait inventé la lettre au manager. C'était intéressant. C'était le manager qui écrivait à son manager ce que il pensait important de mettre en place. Et puis, de cette lettre du manager au manager, il y avait un échange et puis on définissait les objectifs ensemble de manière concertée. Mais ce que nous a dit Smithy aussi, ce qu'il a écrit, c'est que pour lui, le management, c'est du leadership par l'inspiration et par la persuasion. Donc là aussi, inspirer, quand on lit aujourd'hui qu'il faut donner du sens à l'action, c'est des choses qui étaient déjà écrites. Le sens et la persuasion et l'inspiration étaient déjà écrits. Un autre grand penseur du management qui est dans les jalons, c'est Peter Drucker. Peter Drucker, alors lui, pour le coup, c'était chez General Motors qu'il a accompagné le développement de General Motors. Et il a posé, et je crois qu'on le retrouve dans les panneaux d'exposition ici à Citéco en ce moment, il a dit que le management, en fait, avait été une discipline qui avait deux grandes facettes. Il a dit, comme on traite d'action, on traite d'application, on teste, on regarde des résultats, si c'est efficace, ça a tous les traits d'une discipline qui s'apparenterait à une sorte de technologie, vraiment au sens mesure et réussite et impact. Mais ce que dit aussi Peter Drucker, c'est que le management, il traite des gens, il traite de leurs valeurs, il traite de leur progression, il traite de développement. Il dit, en cela, le management, c'est aussi une humanité, une science humaine. Ce n'est pas que de la technologie, c'est aussi une humanité. Et ce qu'il a embarqué dans cette définition, c'est de dire que dans le management, il fallait faire preuve d'éthique, de responsabilité, et que bien, le management, c'était de l'honnêteté. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il écrit que le management, c'est aussi ne pas volontairement faire du mal. Et ne pas volontairement faire du mal, c'est intéressant parce que c'est un parallèle qui est évident avec le serment d'Hippocrate, où on embarque dans la définition cette idée de responsabilité et d'engagement. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres définitions qu'on pourrait tenir. Il y a Chester Barnard qui avait dit aussi que manager, c'est cultiver la responsabilité chez les autres. Alors là, on est sur cultiver la responsabilité chez les autres. On est sur des niveaux d'abstraction qui sont assez élevés. Pour autant, dans le terme cultiver, on voit toute la richesse du terme, de ce qu'on va aller chercher chez les autres, et puis cultiver la responsabilité. Quand aujourd'hui on parle de souhait, de sens, d'autonomie, de capacité à décider par soi-même, à organiser son travail, et ben, dès 1938, c'était déjà des choses qui étaient dans les propos. Donc on voit que cette articulation entre rationalité et responsabilité, on le trouve dès l'origine dans les concepts du management. Et donc, à ce titre-là, la question du management de qualité, du bon management, n'est pas une notion nouvelle, mais elle est au contraire très contemporaine de l'essor des premiers auteurs. Merci beaucoup. Et effectivement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est
lorsqu'on dévie de cette notion, lorsqu'on perd de l'humanité, on peut effectivement parler de dérive de management puisqu'on sort de sa définition, sa pensée initiale. Maintenant, je m'adresse à vous, Cédric, pour prendre un autre contre-pied historique. Donc, on a vu qu'il y a un aspect très inhérent au management, qui est la prise en compte de cette humanité, comme des penseurs l'imaginaient. Et le management, quand on pense en particulier à son émergence lors de l'ère industrielle, elle adressait certains bien-être et certains mal-être qui sont différents d'aujourd'hui. Et comment a évolué le management pour s'adapter à l'évolution de ces notions de bien-être et mal-être, et si vous pouvez également définir ces définitions. Alors, merci beaucoup. Et comme Pierre, je suis ravi d'être ici. Alors, est-ce que je vais parvenir à définir le mal-être, le bien-être et le bonheur au travail? J'espère que le public n'a pas trop d'espérance là-dessus. Je vais plutôt le prendre comme un symptôme. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une pluralité de vocabulaire qui est utilisée. Chacun a une généalogie. On peut essayer de la faire. Pour moi, c'est plutôt, et dans la discussion qu'on a pu avoir avec Pierre en préparant cette conférence, pour moi, aujourd'hui, c'est plutôt le signe qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport aux enjeux de santé au travail, aux enjeux de bien-être, de mal-être, etc., ou de bonheur. Comme le disait Pierre, du point de vue des sciences de gestion, du point de vue du management, il y a à la fois la construction d'outils, une certaine éthique également, en tout cas à l'origine, et puis la nécessité de prendre du recul. Et si on prend la question de l'homme avec un grand H ou de la femme au travail, on est confronté aujourd'hui à quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire que la nature des enjeux qui font question au niveau de notre société sur le travail ont évolué. Alors je rassure tout le monde, il y a quand même un certain nombre de choses qui persistent. On a toujours les enjeux d'accidents du travail, les enjeux de maladies professionnelles, et toute cette doctrine qu'on a accumulée, les savoirs permettant de le traiter ne sont pas impertinents, ils sont toujours présents. Ils peuvent d'ailleurs se réactiver. On voit aujourd'hui sur les livreurs auxquels certains d'entre nous font appel le soir pour manger sans souffrir l'orage ou la pluie. Si vous regardez les taux d'accidentologie, ils sont extrêmement élevés. Et donc, il y a des problématiques qui existaient mais qui sont renouvelées. Et puis, il y a des problématiques nouvelles qui ont toujours existé, mais d'un point de vue anecdotique, mais dont l'ampleur est devenue suffisamment importante pour que ça fasse question de société. Alors de manière assez classique, on peut pointer les enjeux de santé mentale, on peut pointer les risques psychosociaux, même si maintenant le vocabulaire s'est institutionnalisé. Mais déjà, ça, c'était une question nouvelle par rapport aux problématiques de santé au travail du début du XXe siècle. Il y a une évolution qui s'est opérée. Il y a également une autre évolution, c'est que potentiellement des populations, de manière un peu caricaturale, qui ont pu être observées comme les générateurs de mal-être au travail, prenons les ingénieurs, je suis dans une école d'ingénieurs, il y a eu un énorme travail de la part des ingénieurs pour s'efforcer d'intégrer dans la manière dont ils concevaient les systèmes de production les enjeux de santé. Vous connaissez les réflexions sur le travail prescrit, le travail réel, le fait qu'une chaîne de production ne fonctionne pas au nominal, le fait qu'il faut prendre en compte un certain nombre de dispositifs pour faire participer les ouvriers à l'élaboration de leur propre travail. Donc on a tout ce mécanisme-là. Et donc, et encore une fois, pour simplifier, parce qu'on n'a qu'une heure, on voit que les ingénieurs étaient vus comme ceux qui devaient éviter la souffrance au travail ou le mal-être au travail ou de mauvaises conditions de travail des ouvriers. Chose étonnante, si on prend quelques crises contemporaines qui commencent à être un peu datées, mais en 2007, par exemple, la crise de l'ingénierie chez Renault, c'était bien les ingénieurs qui étaient en situation de crise. C'était les bureaux d'études, les bureaux des méthodes, des docteurs. Si on pense aussi à l'hôpital aujourd'hui, rappelez-vous la démission massive des chefs de service qui, à un moment, constataient qu'ils n'étaient plus en capacité de faire un travail en assurant un minimum, j'ose même pas dire de bien-être, un minimum de soutenabilité. Et je ne parle pas des professeurs des universités, ce serait un peu égocentrique, mais on peut se poser la question également de ces évolutions-là. Et donc, on voit en tout cas qu'il y a une évolution déjà de la nature des questions et la nature des populations, sans vouloir les comparer et sans le fait que les anciennes questions ne sont pas forcément résolues, mais on a un certain nombre d'outils. Donc, on peut s'interroger pour se dire, mais est-ce que tous les dispositifs managériaux et plus globalement tous les dispositifs de régulation qu'on a inventés pendant tout le XXe siècle, où on s'est efforcé d'apporter des réponses
à de nouveaux enjeux de santé, ne faudrait-il pas, comme Pierre le soulignait, prendre un petit peu de recul, re-questionner nos outils, re-questionner notre éthique pour dire quel type de travail aujourd'hui construisons-nous et dans quelle mesure les dispositifs qui étaient effectivement efficients par le passé le sont aujourd'hui. Je pourrais continuer, mais j'ai peur de... Enfin, tu me guides. Non, aucun problème. Quelques exemples là-dessus. Les risques psychosociaux, pour prendre cet exemple-là, on voit qu'on est sur un objet qui... alors, je le redis, hein, on a des dispositifs de gestion, une dynamique collective. Cette dynamique collective agit sur notre psyché et potentiellement, on peut avoir des difficultés psychiques, disons, qui peuvent se somatiser. Enfin, là, je vous trace une chaîne un peu basique. La manière dont on s'en est saisi, d'une part, on s'en est saisi en inventant un nouveau concept, en essayant de le définir. Il y a eu des débats homériques. Il y a des débats qui ont reposé la question du politique dans l'organisation. Le bien-être au travail a plutôt été utilisé par le rapport Lachman et Pénicaud sur la question des RPS et le fait que c'était à l'intérieur de l'entreprise et aux managers intermédiaires de traiter cette question. C'est pas faux. Ça a été loué d'ailleurs par des organisations syndicales, mais on peut aussi se poser la question qu'est-ce que c'est opérant aujourd'hui de renvoyer cette question au manager intermédiaire, et est-ce que le manager intermédiaire a les moyens de répondre à cette question, et le fait de faire peser la responsabilité sur lui n'est-il pas un enjeu de souffrance au travail pour lui-même? Donc ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qui est de dire le fait de parler de bien-être au travail, c'est aussi une approche un peu pudique qui éloigne une réalité qui est qu'aujourd'hui, on est confronté au mal-être, à la souffrance. Chaque terme est issu d'une généalogie qui draine avec elle énormément de représentations. Mais effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les situations de travail, on peut se demander si le fait de parler de bien-être, c'est pas être trop pudique et ne pas regarder la réalité en face. Des situations où il y a de la souffrance, les individus ne parviennent plus à se saisir et potentiellement ça peut aller plus loin. Donc ça, c'est encore une fois pour le constat, le diagnostic. Et chose intéressante, quand on s'en est saisi, si je prends les risques psychosociaux, on s'en est saisi aussi pour les faire rentrer dans les dispositifs existants. Exemple des dispositifs existants, le DUERP, le document unique, qui consiste pour chaque poste de travail caractériser les risques. Et je vais juste prendre cet exemple qui est anecdotique, mais qui permettra à chacun d'entre nous de comprendre ce qui est en jeu. Il y a des situations où le document unique d'évaluation des risques professionnels, lorsqu'on intègre les risques psychosociaux dans ce dispositif, est pertinent. Donc ça nous rassure, on dit OK, on est content. Prendre un exemple, une situation d'accueil dans une institution. On a tous passé à l'accueil aujourd'hui ou à un guichet à la RATP. On sait qu'il y a une exposition au public et que cette exposition au public, potentiellement, peut être un risque psychosocial. Imaginez à Châtelet, en période de grève, le public qui arrive, pas très calme, au guichet d'accueil et qui, bien entendu, considère, ou en tout cas ne réfléchit pas et déverse sa frustration sur le pauvre agent d'accueil. Facteur de risques psychosociaux impeccable. Et puis, il y a des éléments beaucoup plus compliqués qui ne rentrent pas du tout dans ce dispositif. Toutes les relations interpersonnelles. Potentiellement, le fait d'être par rapport à un manager qui peut avoir un comportement inapproprié. Vous ne pouvez absolument pas rentrer ces éléments dans le document unique, parce que bien évidemment, on n'est pas sur la dimension fonctionnelle de l'organisation, mais on est sur l'articulation entre le fonctionnel et l'interpersonnel. Et donc, on va passer à côté de tout un dispositif qui, en plus, si on l'utilise de la sorte, pourrait commencer à constituer des éléments de preuve et des éléments de responsabilité, à la fois pour l'organisation et pour les différents individus. Et donc, on voit qu'on a des difficultés. Et d'ailleurs, les rapports sur les risques psychosociaux se sont efforcés de saisir tous ces éléments, ont critiqué la psychologisation, ont critiqué des solutions de compensation ou de réparation et le caractère inefficace de ces dispositifs. Et donc, aujourd'hui, les enjeux de santé au travail, à mes yeux, sont pertinentes pour une part et montrent qu'il y a quelque chose qui a changé dans notre rapport au travail.
Alors, juste pour un peu préciser et pas rester sur cette énigme, et après je m'arrêterai, qu'est-ce qu'on peut relever comme élément de transformation assez profond? Le premier élément, ne va pas vous étonner, c'est qu'il y a un certain nombre de grandes tendances qui déstabilisent nos manières de faire et de penser, en tout cas qui les questionnent. On va parler de ce qu'on pourrait appeler transformation digitale, IA générative, choisissez votre vocabulaire, mais les changements technologiques qui sont aujourd'hui très déstabilisants, à la fois plein de promesses et plein d'inquiétudes, et qui potentiellement modifient les prescriptions sur le travail. Aujourd'hui, l'ingénieur informaticien est potentiellement un prescripteur très fort du travail des managers. On peut se demander, dans les écoles d'informatique, dans quelle mesure il y a un module avec une doctrine qui permet à un ingénieur qui conçoit des programmes de les concevoir en assurant la santé et le bien-être. Il y a un savoir à créer, même s'il a commencé à être travaillé notamment par des ergonomes. Il y a une autre dimension, c'est les évolutions de la population. On a une population vieillissante, il y a des enjeux sur les retraites qui font que potentiellement on va rester plus longtemps au travail. On a également des attentes sur les jeunes et des attentes sociétales qui sont différentes. Tous ces éléments sont nouveaux. Et puis un dernier point aussi, c'est toutes les métriques de performance dont on dispose aujourd'hui sont en fait des métriques de performance basées sur une modalité de croissance thermo-industrielle. On a construit pendant un siècle des systèmes de mesure et des représentations de la performance collective basés sur un régime de croissance nourri au pétrole, au gaz, etc. Devant l'affaiblissement de ces enjeux-là, ne faut-il pas modifier la manière de penser nos métriques de performance, potentiellement modifier la manière de penser notre comptabilité, avec un exemple tarte à la crème qui existait par le passé, mais qui prend tout son sel aujourd'hui, qui est par exemple, le personnel est vu comme une charge. Est-ce qu'aujourd'hui, là où le capital nourri de croissance thermo-industrielle s'affaiblit, ne faut-il pas penser différemment ces dispositifs? Donc voilà un petit peu les éléments qui, en tout cas à mes yeux, et puis dans les discussions qu'on a pu avoir, font dire que les questions qu'on se pose aujourd'hui à nouveau frais sur la santé au travail sont en fait le signe d'un changement plus profond dans nos sociétés. Merci beaucoup Cédric. Pour continuer sur des illustrations que vous nous donniez d'attente également de management, je me tourne vers vous, Pierre. Donc, vous présidez, vous avez fondé un cabinet de conseil en stratégie, Caracal Stratégie, pardon, et vous avez notamment réalisé plusieurs études, et notamment une étude qui pose des questions je vais vous laisser détailler, mais qui pose des questions des attentes du personnel sur le management qu'on leur offre. Effectivement, on a différentes manières d'aborder cette question du management. On a vu par les grands penseurs, on voit les grandes tendances, la lecture que le monde de la recherche universitaire porte sur ces secteurs-là. Il y a une autre approche complémentaire qui peut être aussi d'aller tout simplement donner la parole aux premiers concernés, aux salariés, dans toutes les organisations, et dire vous, qu'avez-vous à nous dire sur vos conditions de travail, sur votre travail, sur ce que vous attendez du management, ce que vous lui reprochez, et ça permet d'avoir des définitions peut-être très empiriques, mais en même temps extrêmement riches et où on a un accès direct aux matériaux. Dans mon cabinet, on est en train de terminer une étude où on est allé interroger une population qui n'est pas forcément celle à laquelle on penserait en premier pour parler de management en organisation, mais qui est celle des secrétaires de mairie. Le secrétaire de mairie, c'est une population qui est très intéressante. Il y a 36 000 employeurs en France, souvent des petites mairies, des petites structures. Et le secrétaire de mairie, c'est celui qui a l'articulation entre le management du conseil municipal du maire et puis qui pilote toute la mairie, pilote peut-être quelques agents, et il est à la fois managé par son élu et manager de quelques agents. Et on est allé leur demander à leur rencontre pour savoir ce qu'ils avaient à nous dire. On a diffusé une grande enquête, on a une vingtaine de départements français qui ont répondu, on a eu plus de 3500 réponses qui sont arrivées, donc on a eu un bon taux de participation, et on a quelques... pas mentir, centaines de pages de champs libres au-delà du questionnaire de personnes qui nous parlent de leur management. Et c'est vraiment intéressant de voir l'étude est en cours, mais ces personnes à nous dire, quand on leur demande quelles sont leurs attentes vis-à-vis du management, elles nous parlent, et on va retrouver des choses tout à la fois qu'on a évoquées tout à l'heure, et ce que vient d'évoquer Cédric, qui sont celles de la qualité des relations de travail. Quand on dit qu'est-ce qu'on attend du management, on attend de l'écoute, on attend du dialogue, on attend une information qui circule bien, on attend d'avoir les moyens de bien faire les choses.
On attend d'avoir de la reconnaissance des personnes avec qui on travaille. On attend d'avoir le droit à l'erreur aussi, d'avoir le droit de se tromper et d'aller le dire, d'aller échanger. On a beaucoup d'attentes sur la qualité et le contenu du travail lui-même. Et on verra que la question du contenu du travail, Cédric a un petit peu levé le voile sur le sujet à l'instant, mais c'est évidemment un point central. On nous parle de management comme qualité des processus de décision. Est-ce qu'on sait qui décide? Est-ce qu'on sait sur quels critères? Est-ce que c'est quelque chose d'obscur ou est-ce qu'au contraire, on comprend les décisions et le sens de ces décisions? Est-ce qu'on sait qui est responsable de quoi? Est-ce qu'on connaît est-ce qu'on sait comment se gère le temps de travail? Est-ce qu'on comprend le sens des actions qu'on nous demande? Est-ce qu'on se sent utile ou pas? Le développement des compétences ressort beaucoup. Et puis, des termes qu'on entend beaucoup aussi en ce moment, la question du respect, de l'équité, équité aussi dans la capacité à sanctionner, qui revient. Mais donc, on a en creux une définition du management, je le redis, très empirique, très pratique, mais très riche. Et qui est intéressante, c'est qu'on retrouve dans ces définitions-là, à la fois beaucoup des termes qu'on a vus tout à l'heure et qui étaient ressortis de l'histoire, mais qui sont bien, et reprendre ce que disait Cédric, bien vivaces malgré tout, et par-delà les transformations de l'organisation du travail, ces termes-là sont toujours là. Et on retrouve aussi l'opposition qu'on avait, en tout cas la complémentarité qu'on a vue tout à l'heure, entre le management comme une technologie, des outils, des manières de faire, des process, et une humanité, parce que les deux sont très présents dans les sujets qu'on vient de voir. Vraiment cette articulation entre rationalité des outils et humanité, responsabilité dans les choses. Ce qu'on pourrait dire pour compléter, c'est que là, c'est une étude sur un corps de métier très particulier, mais que toutes ces notions-là qu'on vient de voir, et je pense que chacun s'accordera, ce qui est intéressant, c'est que aussi ce sont des notions extrêmement transverses et que ce que nous ont dit dans cette étude-là les secrétaires de mairie, les agents hospitaliers dont parlait Cédric, formulent les mêmes demandes. Et aujourd'hui, on a un corpus d'attente vis-à-vis du management, une définition de ce que serait ce bon management et ce qui conditionnerait ce bien-être au travail qui est assez transversal. Et donc, l'écoute des salariés permet de remonter et de définir ces éléments-là en creux. Oui, alors 2 éléments. Le premier, ce qui est très intéressant, comme vous dites, quand vous citez les éléments qui ressortent, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à la fois des adjectifs, des qualifications liées à la définition même du management, comme vous l'aviez précisé au début, mais également des éléments qui relatent de l'évolution des problèmes actuels. On parle de verticalité, on parle de qualité, et on parle aussi d'humanité, de la définition, et de moyens, on y reviendra après. Et la deuxième remarque qui sera une question, c'est, vous l'aviez dit, et c'est se concentrer sur le secteur public, et de quelle manière peut-on transposer, comprendre les différences d'attente dans le secteur privé par rapport au public? C'est-à-dire, par rapport à l'étude que vous avez faite, est-ce que si on refait la même étude dans le privé, on retrouverait les mêmes choses? Est-ce que certains points seraient accentués selon vous? Quand on regarde ce référentiel, enfin, ces éléments-là, on pourrait, et on pourra en parler un petit peu plus tard, mais on peut en dire quelques mots dès à présent, qu'on retrouve ce qu'aujourd'hui la littérature appelle, et notamment l'ANACT, tous les enjeux de qualité de vie et des conditions de travail. En fait, sans avoir la définition qui préexisterait même à ces questionnements, de fait, on retrouve beaucoup, pour pas dire tous les chapitres de ce qui a aujourd'hui été théorisé comme un modèle sur la qualité et les conditions de travail, la QVT, la QVCT. Alors c'est intéressant, c'est un domaine qui est apparu, somme toute, assez tardivement, depuis assez peu de temps, dans le vocabulaire commun en entreprise, alors c'est une notion, quand on regarde, je ne veux pas revenir sur l'histoire, mais quand on regarde la genèse de ces termes-là, on voit que la qualité de vie au travail, c'est une préoccupation qui est arrivée très tôt, là aussi, dans l'histoire du management, l'histoire des organisations. Dès après-guerre, on s'est interrogé sur les limites des approches un peu tayloristes à outrance et sur le fait que considérer aussi le sens, l'intérêt, l'engagement des individus, ça pouvait être facteur de performance et que allier les deux, à la fois une organisation du travail performante, mais aussi une considération donnée aux aspirations individuelles et collectives, non seulement ça ne s'opposait pas, mais ça pouvait être producteur de performance. En cela, les modèles que je vous ai présentés là très brièvement, on les retrouve assez bien dans pas mal de secteurs, absolument. Merci beaucoup, Pierre. Comme je l'avais dit juste avant, ce qui est assez frappant, c'est qu'on retrouve, j'ai l'impression, 3 thèmes. La question d'une certaine verticalité qui essaie d'être évitée, la question de la qualité et la question des moyens. Et vous disiez tout à l'heure, Cédric, parfois en tant que manager, je n'ai pas forcément les moyens de manager de la meilleure manière mes employés, compte tenu de la pression qui m'est donnée par les supérieurs. Et
ce qui rejoint la notion dans le management, on a souvent en tête qu'il y a un manager, mais finalement, il y a plusieurs types de management. Il y a le management opérationnel, stratégique, et à quel point il peut y avoir un découplage entre les deux, et comment se situe la frontière entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette dimension ? Il y a un point qui est assez surprenant, en fait, si on prend un petit peu de recul, c'est si vous regardez les corpus aujourd'hui qui parlent de RPS, de QVT, je ne vais pas dire de bonheur au travail, mais si vous regardez ces corpus-là, ils dialoguent bien évidemment avec le droit, ils dialoguent bien évidemment avec les corpus de connaissances en ressources humaines, ok. Il est très difficile de trouver une articulation entre ces notions et le management stratégique. Alors je vais peut-être juste en 2 mots vous expliquer pourquoi je me suis permis de poser cette question un peu bizarre. C'est qu'avec des collègues, on a pu intervenir, on intervient de manière partenariale avec beaucoup d'organisations et on a pu intervenir sur longue période, notamment avec Renault, avec EDF, avec Orange, France Télécom, en amont de crises psychosociales très importantes. Et si on regarde ces 3 exemples-là, que je ne vais pas forcément vous définir avec précision ici, mais on voit à peu près que ça ne s'est pas super bien passé, à la fois pour les personnels et puis également pour les critères de performance. On se dit, mais à chaque fois, il y a eu des propositions stratégiques extrêmement ambitieuses, le renouveau du nucléaire. On va faire Flamanville 2 fois plus vite, 2 fois moins cher, pour conquérir 50% du marché mondial. On l'a un peu oublié, mais Flamanville, c'était ça à la base. La réalisation est un petit peu distante par rapport à cette promesse stratégique. On va conquérir le monde en internationalisant l'ingénierie de Renault. On va multiplier par 800 000 le nombre de véhicules vendus, on va créer une ingénierie en Roumanie, en Corée, en Amérique du Sud. Concrètement, 1 an et demi après, on avait 30% de l'ingénierie qui était en situation de job strain. On pourrait continuer les exemples. Et on se dit, mais ces éléments qui font une promesse, cette promesse qui se transforme en engagement pour les collaborateurs, apparaissent comme un peu essentiels pour les enjeux de santé au travail. Le cadre qui est défini et le fait ensuite de dire engagez-vous et faites en sorte que ça marche, ça présuppose quand même que ce soit possible. Et donc cet écart qu'il peut y avoir entre un management stratégique et un management opérationnel, en fait, longtemps été étudié en sciences de gestion. Alors le premier point, c'est tout à fait normal que le discours du management stratégique soit découplé de toutes les réalités du terrain, puisqu'il s'adresse à des parties prenantes très larges. Il s'adresse au marché financier, il s'adresse aux politiques, il s'adresse aux représentants syndicaux, il s'adresse aux ONG. Enfin, donc vous voyez qu'il y a quand même un public qui est beaucoup plus large et donc qu'un certain décalage, découplage entre le terrain et le discours soit normal. Donc ça, c'est pour éviter de faire peser une critique. Et d'ailleurs, parfois, c'est utile qu'il y ait un décalage. Ça permet un peu de souplesse, ça permet de faire un peu comme on veut. Donc ce décalage, historiquement, a toujours existé, mais n'empêchait pas les acteurs opérationnels d'agir et permettait l'atteinte des objectifs collectifs. Depuis une vingtaine d'années, il y a un découplage de type 2 qui est relevé par les chercheurs en management qui disent donc ces promesses sont exprimées, elles contraignent les pratiques des opérationnels, donc les opérationnels sont contraints, on pourrait dire empêchés si on utilisait un autre vocabulaire plus proche de la santé au travail, et ces contraintes empêchées ne permettent plus d'atteindre les objectifs fixés par le management stratégique. Et donc là, on est dans une situation un peu, entre guillemets, absurde, où un discours, entre guillemets, trop ambitieux, si je le dis dans ce vocabulaire, contraint les pratiques, et les pratiques ne permettent pas d'atteindre l'ambition. Et donc ça, c'est assez intéressant, intellectuellement très intéressant, humainement très embêtant. Hein. Quand on parle de crise psychosociale, c'est une manière pudique de dénoncer des choses qui sont humainement assez dramatiques. Et on pourrait rajouter un dernier point, qui est quid du management fonctionnel, quid des prescriptions des fonctions connexes à cette ligne managériale que je viens de décrire, comme la qualité, comme les règles RH, comme le fait d'intégrer des normes internationales dans son propre fonctionnement, etc.
Et donc, on peut se demander si aujourd'hui, les pratiques managériales telles qu'elles se sont professionnalisées, avec cet éclatement entre management stratégique, management opérationnel, management fonctionnel, ça ne nécessite pas un renouveau un peu intégrateur, voire des manières de dialoguer dans l'organisation un peu différentes que le dialogue social, dont les acteurs eux-mêmes disent, en fait, le dialogue, c'est pas de sang un dialogue, on ne dialogue pas. Le dialogue est empêché. Ils ont d'ailleurs imaginé le dialogue professionnel. Alors, le dialogue social, ce n'est pas la même chose que le dialogue professionnel, et le dialogue professionnel parle du travail. Puis il y a même des acteurs qui disent, non mais attendez, arrêtez, en fait, il faut demander de nouvelles législations. Il y a des acteurs aujourd'hui qui vont un cran plus loin, qui disent qu'il faut réapprendre, il faut radicaliser le discours sur le travail, et il faut réapprendre la contestation, l'opposition, la grève. Aujourd'hui, on a ces éléments-là. Tous ces éléments peuvent être interprétés comme le signe d'une inadaptation des corpus et des pratiques managériales aux enjeux qu'on a cités précédemment. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup. Et justement, ces enjeux actuels, il y a deux éléments dont vous aviez déjà abordé précédemment, Pierre, la QVT et la QVCT. On en a parlé brièvement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux notions, déjà donner la définition de ces acronymes, et après, on reviendra avec Cédric sur ces points. Alors, la qualité de vie au travail, on a dit deux mots sur l'histoire, la genèse et l'essor du mouvement, le fait que c'est arrivé dans le dialogue, et c'est heureux, en 2013 avec les accords interprofessionnels sur la question. Aujourd'hui, on a ce terme qui tourne, qui renvoie à un référentiel. On aurait pu dire aussi les risques psychosociaux. C'est vrai que si on revient avec une quinzaine ou une vingtaine d'années de recul, le terme était certainement beaucoup moins installé, beaucoup moins présent dans les discussions qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, QVT, QVCT, certains y verront un glissement sémantique subtil, ils n'ont pas complètement tort, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la qualité de vie au travail a été, consciemment ou non, volontairement ou non, a été un petit peu dévoyée dans son histoire, et là où la qualité de vie au travail, dans la manière dont elle a été pensée, était censée s'intéresser à la qualité du travail, puisque l'histoire, c'était bien de dire, par un travail de qualité, eh bien, on crée les conditions de performance, de bien-être, d'engagement, et c'est la synergie entre les deux qui fait que ça fonctionne bien. On voit que, à l'épreuve des faits, la qualité de vie au travail a beaucoup plus été, pas en faire de quelques cas nombreux une généralité complète, mais parfois devenu une sorte d'élément périphérique au travail, où, pour mettre en place une démarche de qualité de vie au travail, on s'intéressait à très grands traits, de manière très, très caricaturale, au baby-foot dans la salle de pause et aux saladiers avec des bananes dans l'entrée, que vraiment s'interroger sur le fait que est-ce qu'on sait qui décide, on sait comment c'est décidé, on sait où est la formation, et c'est devenu parfois, souvent, un alibi de bonne conscience en disant nous, employeurs, avons mis en place des actions de QVT. Quand on fait la liste, on se rend compte qu'on est sur un dispositif qui tourne autour du travail, alors qu'il le regarde bien, et qui prend bien garde de ne pas trop s'en approcher, parce que s'intéresser au processus et comment se construit, se réalise le travail, c'est autrement plus subversif comme dialogue social que de savoir où est-ce qu'on va mettre des saladiers. Premier constat, on pourrait avoir un constat similaire, et Cédric en a dit deux mots aussi, sur les démarches de prévention des risques psychosociaux. C'est quelque chose qui était beaucoup plus installé dans le dialogue. Autour du document unique qu'évoquait Cédric, maintenant, de plus en plus d'employeurs acceptent d'aborder ce sujet-là et de mettre en place des actions. Pour autant, si on devait faire un panorama des démarches de prévention des risques psychosociaux, et encore une fois, félicitons-nous que ces démarches existent, on constaterait quand même que si on faisait un inventaire un peu critique de tous les plans d'action qui sont mis en place, on constaterait qu'on est sur des plans d'action qui vont beaucoup plus s'intéresser à traiter les conséquences de ce qui se passe. Il y a du stress. On va mettre en place une ligne téléphonique pour que vous puissiez aller vous épancher. Et ça a le mérite d'exister, très bien, mais on s'intéresse beaucoup plus à traiter les conséquences qu'à avoir aussi le courage managérial, c'est un terme qu'on n'a pas abordé, mais de remonter à la source et de se dire qu'est-ce qui fait qu'au final on est stressé, qu'est-ce qui fait que peut-être que c'est dépasser au-delà de la conviction d'être un peu facile parfois que c'est ainsi et que c'est le travail qui veut ça, mais remonter à l'origine, remonter à la source et se dire qu'est-ce qui creuse, qui crée ces situations-là. Et certes, avoir un numéro vert, c'est bien. Ne pas en avoir besoin en amont, c'était encore mieux. Donc on voit qu'on est sur des dispositifs qui existent, mais des notions qui sont globalement à la fois très présentes dans le dialogue et
conceptuellement très peu maîtrisé. Qui saurait aujourd'hui décrire et donner la liste de toutes les composantes qui font la qualité de vie au travail, ou donner tous les axes qui font les risques psychosociaux, tels que l'ANAC notamment ont pu les développer. Donc on est vraiment sur ces situations paradoxales où à la fois ces termes-là sont très présents en entreprise ou dans les organisations, où à la fois il y a encore beaucoup à construire et beaucoup à conquérir pour être sur des missions qui atteignent leurs objectifs. Pour revenir sur un élément, donc vous montriez l'opposition finalement entre, de manière caricaturale, entre je vais repeindre la pièce et je vais vraiment m'attaquer aux causes de ce mal-être au travail. Et tout simplement, qu'est-ce qui fait que l'employeur ne va pas s'intéresser, ne va pas vouloir attaquer directement les causes de ces problèmes? C'est des questions de moyens, de coûts. Est-ce que ça coûterait plus, ça mettrait beaucoup plus de temps? Pourquoi? C'est beau, j'ai utilisé le terme à dessein un peu iconoclaste, subversif, mais s'interroger sur comment se construit le travail au quotidien, qui décide, qui a l'information, qui partage l'information, qui a la signature, comment circulent les choses, comment est-ce que se construit le travail. Ça nécessite très certainement des remises, des réalignements de processus, prenons des termes volontairement maladroits, mais des pertes de pouvoir de certains, des clarifications de situation, des interrogations sur pourquoi un tel a une telle charge de travail, pourquoi un tel en a beaucoup moins, parce qu'il n'y a pas des équipes qui sont très bien dotées, d'autres qui mériteraient d'être un petit peu plus. Donc là, rentrer dans l'organisation, la fabrique du travail, c'est autrement plus compliqué, plus complexe, plus passionnant et plus intéressant aussi, et beaucoup plus productif et plus efficace, mais l'enjeu est totalement autre, puisque là, ça demande c'est à chaque fois une opération vérité complète sur ce qui se passe dans l'organisation. Cédric, sur ce point des QVT, QVCT, est-ce que on parlait d'une certaine verticalité dans le manager managé finalement avec très peu de moyens? Est-ce que cette verticalité qui empêche, comme vous le disiez, le rapport de l'employé qui va parler librement des problématiques qu'il a avec son management, ça se retranscrit pas finalement dans des démarches QVT, QVCT qui vont adresser des points superficiels plutôt que rentrer dans les causes de la problématique, puisqu'il y a un dialogue qui est assez limité entre l'employé et le manager? Oui, pour essayer d'élaborer un peu sur cette question, on a une approche, encore une fois, je vais être très caricatural, mais on a une approche de la QVT qui consiste à s'intéresser à des choses qui ne sont pas inutiles. Hein, le fait d'avoir un canapé vert ou d'avoir un baby-foot, je le dis de manière goguenarde, mais ça peut effectivement être intéressant. La seule chose, c'est que ça vient dans un second temps, en tout cas de mon point de vue, par rapport à la nature du travail. Donc ça, c'est le premier élément. Mais c'est beaucoup plus difficile de s'interroger collectivement sur la nature du travail. Assez rapidement, on peut être très démuni par rapport à ça, notamment dans le champ de contraintes qui pèse sur nous. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, les dispositifs qui sont censés assurer le dialogue social ou le dialogue professionnel, les acteurs sont également empêchés au sein même de ces dispositifs. C'est-à-dire que les objets que l'on discute, la manière de s'en saisir, les conséquences juridiques, fait qu'on pose les questions sous un certain angle, et quelque part, on est assez rapidement confronté à une incapacité de penser, à une incapacité d'agir. Et ça, à mes yeux, c'est un... Alors pourquoi? Peut-être juste pour le dire, parce que, et encore une fois, c'est une hypothèse, nos mécanismes ont été conçus pour soit, alors, premier élément, traitement de symptômes. Donc ça, c'est une réponse un peu facile, un peu marketing. Et c'est pas les dispositifs n'ont pas été conçus pour ça. Ils ont été conçus pour réparer ou pour compenser. On a un système assurantiel, c'est la responsabilité pour risque, donc qui s'étend assez largement. Hein, les accidents du travail, c'est la responsabilité sans faute, et puis on peut étendre ce dispositif. Et aujourd'hui, on gère ces questions par des mécanismes assurantiels de réparation, de compensation. Alors, premier élément, ces mécanismes traitent la question de manière très pertinente, mais très partielle. Encore faut-il supposer que nos mécanismes assurantiels permettent d'assurer quoi que ce soit.
devant la nature des enjeux, le vieillissement des populations, l'émergence des enjeux de santé mentale, etc., le décalage potentiel de l'âge de la retraite, l'équilibre de nos comptes sociaux, on a des éléments de crispation sur ces aspects. Les enjeux de responsabilité aussi. Dès qu'on est dans des espaces qui cherchent à penser le travail et qu'on introduit la direction et les partenaires sociaux, il vaut mieux se dire réfléchissons sous le sceau du secret, parce que potentiellement les acteurs ne souhaitent pas s'exposer à un risque juridique qui est tout sauf anecdotique. Vous voyez qu'on est embêté entre une approche assurantielle mais qui nécessite de qualifier, et puis une approche épistémique qui nécessite de comprendre. Plus largement, en tout cas c'est la thèse que j'essayais de défendre, aujourd'hui il y a probablement un enjeu à essayer de penser une nouvelle forme de responsabilité pour justement se repermettre de qualifier, réfléchir, inventer de nouvelles formes. Alors, les formes de responsabilité juridique, c'est la responsabilité pour faute, donc ça c'est la responsabilité pré-industrielle. La responsabilité pour risque, c'est la responsabilité de notre monde industriel. Et puis, aujourd'hui, les enjeux, c'est, pour traiter cette nouveauté, peut-être de réfléchir à une responsabilité pour mise en vulnérabilité, c'est-à-dire qui remonte avant le symptôme, qui remonte avant l'accident, qui remonte avant la maladie professionnelle, qui remonte avant le jugement, et qui se disent sur nos populations, comment est-ce qu'on, au sens large, dont les populations intellectuelles, comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter effectivement que demain, elles soient en vulnérabilité. Alors, ça existe encore une fois, sur certains aspects, c'est pas très novateur. On peut retrouver des principes de prévention qui reprennent un peu cette logique-là, mais potentiellement, le pari, c'est de dire qu'aujourd'hui, face aux enjeux à venir et aux enjeux actuels, il faudrait essayer de s'organiser pour réinventer des formes de management et revenir à ce que disait Pierre à l'origine, c'est-à-dire une éthique, une réflexivité et l'invention de nouveaux dispositifs et outils pour tout simplement qu'au travail, on n'ait pas un phénomène de désolidarisation, de fragilisation des collectifs et des individus, mais au contraire, une logique de mise en capacité, renforcement, capacité à faire face aux enjeux de demain. Voilà. Alors c'est un appel, on y travaille, il y a plein de dispositifs. On pourra vous parler d'ailleurs d'une recherche qu'on mène actuellement qui repense de manière assez fondamentale la façon dont la famille dirigeante, c'est une entreprise familiale, le management au sens stratégique, comité de direction, fonctionnel aussi, et les opérateurs ou les manufacturiers essayent de réinventer la façon dont ils prennent leurs décisions, engageant l'entreprise dans le temps, pour intégrer les notions de bien-être. Voilà. Et donc voilà, il y a plein d'expériences, de tentatives qui concrétisent un peu cette responsabilité pour mise en vulnérabilité que j'évoque. Merci beaucoup. Avant de rentrer, vous avez un peu donné un teaser de la suite, puisqu'on a beaucoup parlé des dérives finalement du management, mais aussi on aimerait parler des éléments qui ont été mis en place, des entreprises, des bonnes pratiques du management. Mais juste avant, j'ai une question qui s'adresse à vous deux. On parlait tout à l'heure des entretiens annuels. C'est un exemple que je trouve particulièrement intéressant. J'ai l'impression qu'on est dans la période, si je ne me trompe pas. On pense souvent à sa forme actuelle, c'est-à-dire de l'employé finalement qui va rendre des comptes à l'employeur dans sa qualité du travail. Mais comme vous le disiez, il me semble au début, à l'origine, c'était davantage l'employé qui va peut-être donner son point de vue sur ce qu'il attend du manager. Qu'est-ce qui fait qu'on perd ce dialogue ascendant, c'est-à-dire vraiment de l'employé au manager? Parce que j'ai l'impression que ça contribue au fait que le manager ne va pas lui-même se renouveler dans ses pratiques s'il n'y a pas de dialogue qui facilite la remontée, avec encore une fois la problématique des remontées qui pourrait être pesée sur l'employé lui-même. Alors, je passerai assez vite la parole à Cédric, mais pour autant deux choses. C'est vrai que quand on lit l'histoire de ce midi et de du rapport où l'employé écrit sa lettre à son manager en disant tiens, voilà ce que je pense qu'il faudrait faire, voilà ce que je pense que vous devriez faire dans votre management pour que ça fonctionne bien. Aujourd'hui, ça laisse un peu rêveur. On dit tiens, on a loupé quelque chose au passage, parce que en tout cas les entretiens que je vis, ils ne sont pas comme ça du tout, quoi. Donc il y a
qu'il y a peut-être pas une nostalgie, mais en tout cas une interrogation sur comment ça se passe. Un point qui me paraît, mais pour prendre du champ, mais qui me paraît central et qu'on retrouve beaucoup dans les sciences de gestion aujourd'hui, c'est toute la question du fait que pour qu'une organisation soit performante, tourne, et vraiment dans tous les axes de performance qu'on a, c'est tout le sujet central des espaces de discussion. Et le fait qu'une organisation qui fonctionne, c'est une organisation qui sait ménager, alors que ça soit l'entretien annuel, mais c'est qu'un aspect, mais qui sait organiser, ménager, pour reprendre le terme de tout à l'heure, dans son fonctionnement, des espaces de discussion où, eh bien, on parle du travail, on parle de comment on fait, on parle des difficultés, on risque des hypothèses, on construit des scénarios, et les organisations qui dysfonctionnent ou qui vraiment sont en difficulté psychosociale notamment, sont celles qui n'ont pas su organiser ces temps d'échange, de discussion, où on se met autour de la table et on parle de comment le travail se fait. Ouais, moi, je vais juste, pareil, pour tracer ce fil et essayer de lui donner un peu d'épaisseur et de densité en plus. Ce qui, moi, m'a beaucoup frappé dans les recherches qu'on a pu mener, c'est une fragilisation et une perte de légitimité d'une autre logique que la logique managériale, qui est la logique du métier, ou la logique de l'homme ou de la femme de l'art. C'est assez étonnant qu'à un moment, dans les échanges, une logique managériale et un langage managérial tel qu'il se pratique ne dialoguent plus et ne s'adapte plus ou écrase une logique métier et un savoir métier. Pour rendre un exemple un peu simple dans l'ingénierie automobile, mais je pourrais le faire également dans le monde de la recherche. Du point de vue d'une logique managériale, le fait d'embaucher 10 ou 15% de ressources en plus dans une équipe, c'est perçu un peu immédiatement comme on va avoir plus de monde, on va avoir plus de capacité, on va avoir plus de puissance pour faire. Si ça paraît pas absurde. Une logique métier, pour prendre l'exemple de l'emboutissage ou de l'ingénierie d'emboutissage, en fait, une ressource nouvellement embauchée sortant de l'école est à court terme une charge. C'est une charge. C'est un jeune qui peut être brillant, avoir fait de grandes écoles ou pas, mais qui va devoir, pendant de longues années, se confronter à l'activité du métier sous le regard de ses pairs pour effectivement, à terme, devenir, entre guillemets, une ressource au sens noble du terme. Ça, les métiers, historiquement, en avaient parfaitement conscience et pourtant, ils n'étaient pas en capacité d'énoncer vis-à-vis des orientations stratégiques le fait que non, recruter 30%, c'est-à-dire 3000 personnes supplémentaires dans une ingénierie de 10 000 personnes, à court terme, ça va fragiliser l'ingénierie au sens où les personnes sachantes, entre guillemets, vont être aussi occupées à accompagner les jeunes. On en a fait un papier qui est sorti et qui pointe les effets des apprentissages d'exploitation. C'est par la pratique du métier qu'on apprend le métier. Et ça a des conséquences. Mais aujourd'hui, peut-être par oubli organisationnel, les gens du métier ont oublié les conditions de leur propre régénération, peut-être par faiblesse de négociation ou de dialogue avec une logique managériale, mais cette dimension qui apparaît comme essentielle et qu'on retrouve dans énormément de secteurs d'activité, et une fois qu'on l'a à tête, elle est évidente, et ben, n'est pas du tout appliquée et est écrasée. Et donc, pour prendre le point, c'est qu'aujourd'hui, il y a probablement un enjeu à renforcer l'identité dans les organisations des métiers eux-mêmes, au détriment d'un discours qui diffuse beaucoup plus largement, qui est un discours managérial. Et dans ma bouche, c'est un discours managérial au mauvais sens du terme. C'est un faux discours managérial. Et là, je reprends les thèses de Mathieu Deschessart, qui dit aujourd'hui, on ne souffre pas de trop de management, on souffre d'une absence de management. On n'appelle pas aujourd'hui management ce qui est. Il n'y a plus de dialogue, il y a un regard sur des chiffres et sur des nombres, mais il n'y a pas de prise en compte d'une certaine réalité nécessaire à l'activité collective. Je serais tenté de rebondir, mais je vois l'heure qui file. Je propose d'aborder
On a abordé donc les dérives du management. Maintenant, on pourrait aborder les transformations par des exemples de bonnes pratiques du management. Est-ce que Pierre, Cédric... Juste la transition totalement improvisée, mais intéressante sur le point qu'évoquait Cédric, sur ce besoin de réconcilier le discours managérial et l'intelligence du geste et le savoir-faire des métiers. Et se dire, au titre de pratique qu'on irait chercher, en quoi le management peut aussi être, ce que tu disais, la solution aux difficultés qu'on rencontre. On a eu à travailler, et notamment avec Albert David qui est ici, sur un travail de recherche sur les questions d'absentéisme au travail. Et le dispositif classique, c'est que l'employeur voit les chiffres d'absentéisme, voit le taux d'absentéisme, la fréquence, gravité qui augmente, et là c'est terrible, va voir les personnes, en disant qu'est-ce qui se passe, et c'est vrai que quand on descend à l'atelier, on descend dans les airs, on dit pourquoi les taux augmentent ainsi, on est rarement séduit par la qualité du dialogue qui s'instaure, puisqu'on parle d'un langage statistique qui n'est pas celui des personnes qu'on a en face de nous, et on a du mal à trouver, au-delà des idées simples qu'on va s'abstenir de dénoncer, mais les vraies causes des évolutions problématiques d'absence. L'idée du travail qu'on avait mené avec Albert, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de considérer ces questions d'absentéisme et aller chercher les causes réelles et sans rentrer par les indicateurs. Est-ce qu'on pourrait travailler sur l'absentéisme sans prononcer une seule fois un taux, un indicateur, une statistique? Et on a fait un détour dans le travail qui met vraiment, a posteriori, on le voit, le management au cœur de ces travaux-là, qui était de se dire, on va regarder l'absentéisme non pas comme au départ comme une conséquence d'un problème, mais aussi comme la cause d'autres problèmes, puisque quelqu'un, tu l'évoquais, alors tu me disais une équipe qui récupère du monde, ben on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit plus confort, ce n'est pas forcément le cas. Une équipe qui a quelqu'un qui fait défaut dans son organisation, ben tout de suite, selon comment l'équipe réagit, selon comment elle a appris à se comporter, eh bien, l'activité ne va pas du tout se comporter de la même manière. Une équipe qui partage de la connaissance, qui est polyvalente, qui comprend le sens du métier, qui sait où sont les priorités. Quelqu'un n'est pas là, on improvise, on s'organise, on sait où sont rangées les clés du camion s'il faut, si la personne n'est pas là, on sait où elle range ses dossiers. Et en allant discuter de l'exercice du métier, de comment se fait le métier, de comment le travail se construit au quotidien, on est cherché à repérer des typologies d'organisation, des manières de manager, des manières de fonctionner dans les équipes qui font que l'absentéisme est plus ou moins vécu, mieux ou moins bien intégré par l'organisation et que l'organisation réagit plus ou moins bien. On va faire très court, mais on avait identifié 4 grandes familles de comportements. On avait dit que les organisations, elles peuvent être élastique, c'était un travail de chercheurs, donc on avait cherché les concepts, on s'est dit une organisation élastique, c'est une organisation qui, quand on est à -1, -2 dans l'équipe, on a la capacité à intégrer la charge, parce que justement on a cette cohésion d'équipe. Une équipe qui n'a pas du tout de cohésion, on est à -1, on est démuni du premier jour. On avait regardé, et ce que l'on avait identifié, c'est que l'organisation pouvait être plus ou moins réactive. Une organisation qui connaît bien son fonctionnement, et la capacité à improviser des situations, dire tiens, ça ne s'est jamais arrivé, on ne s'y attendait pas, n'empêche que on va bricoler une solution de fortune pour que malgré tout, on préserve la qualité du travail dans l'équipe, on se préserve nous-mêmes, on préserve la qualité de production, mais on bricole un truc. Ça durera, mais on bricole. Puis d'autres organisations, parce qu'il n'y a pas cette intelligence collective, cette intelligence du métier, on est incapable d'avoir cette réactivité. On avait vu des organisations plus ou moins proactives. L'absence de Cédric, il est tout le temps là, il n'est jamais absent, c'est jamais arrivé, sauf que si un jour, pas malheur, il est absent, on ne va pas être bien, donc on va anticiper sur ce qui pourrait se passer, et l'équipe va imaginer des scénarios de polyvalence, là aussi d'organisation. Et puis on avait vu des organisations qui étaient plus ou moins, qui avaient plus ou moins de capacité de mémoire, de plasticité dans l'organisation, pour dire tirons les enseignements de cette absence qui est arrivée, de cette situation, pour que la prochaine fois que ça arrive, on ait appris entre-temps et on se soit organisé autrement. Et on a vu que vraiment dans cette question de dialogue, de travail sur comment les équipes réagissent, comment les équipes fonctionnent en cas de marge dégradée de fait, le management prend une place centrale, et on a vu qu'on avait construit une sorte de sa typologie en au moins 4 grandes dimensions qui permettaient directement d'aller parler au cœur des équipes, au cœur des métiers, sur comment l'équipe fonctionne, et de parler de ces questions d'absentéisme
très complexe en rentrant par le métier, en rentrant par le geste, en rentrant par la pratique quotidienne et en interrogeant et en allant chercher des solutions dans le management. Management étant entendu au sens le plus large, c'est-à-dire pas forcément le management du chef vis-à-vis de l'équipe, mais comment l'équipe elle-même se manage pour trouver des solutions. Et là, c'était un retour d'expérience intéressant parce qu'on met vraiment au cœur du fonctionnement de l'équipe et on rentre dans le fonctionnement de l'équipe par le travail. Alors là, pour le coup, on est sur le travail réel, puisqu'on part de récits et de situations et on remonte des bonnes pratiques pour savoir comment est-ce qu'on se manage nous-mêmes dans l'équipe pour que ça se passe mieux. Donc, management est aussi une voie de progrès et une voie de solution sur des difficultés comme celle-ci. Merci beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que cette définition, ces différentes typologies d'organisation, elle ramène au concept même d'adapter le management au métier, puisque le métier va définir différents types de management. Et ce qui est intéressant, vous me faisiez penser à un exemple dans les types d'organisation élastique, en particulier dans les aides à domicile en Suède. Il me semble qu'il y a le système s'appelle un système Burzorg. En fait, le système de management classique, donc des aides à domicile, c'est le manager va répartir les équipes dans telle maison, un tel n'est pas là, alors toi tu vas le remplacer. Et ça, ce système justement en Suède, Burzorg, fait, il me semble, que le management va être décentralisé directement dans l'équipe. Ce qui fait que les équipes vont s'arranger entre elles pour remplacer un tel, et il y a des effets positifs de décentralisation de ce management sur le bien-être par des enquêtes après quantitatives et qualitatives sur à la fois sur l'absentéisme qui diminue, sur le bien-être, sur des sensations de responsabilité au sein de l'organisation plutôt que d'être la petite main du manager. Tout à fait juste. On le retrouve, ces modes de fonctionnement, notamment dans les services hospitaliers, où quand à l'hôpital, on a une équipe qui tourne et qui fonctionne bien, c'est quand la personne qui est absente, je vais être absente demain ou j'ai une contrainte, et va trouver dans son équipe directement la solution en disant tiens, je te remplace lundi, ou tu prends la nuit, je prendrai le jour, et on arrive et l'équipe se gère et prend en charge la continuité de service par-delà les difficultés qu'elle rencontre. Ça, c'est effectivement. Quand on arrive à une intelligence collective comme celle-ci, c'est un bon management. Merci beaucoup. Cédric, est-ce que vous pouvez nous partager vos recherches, vos exemples de bonnes pratiques de management ou de pratiques en tout cas nouvelles pour traiter ces problématiques? Je vois l'heure, donc je vais aller très très vite, mais je vais juste effectivement vous prendre un cas qui est un peu déviant par rapport à tout ce qu'on s'est dit, mais au sens positif du terme. Déjà, c'est une entreprise qui va très très bien, à tout point de vue. C'est-à-dire la première fois qu'on a fait un diagnostic psychosocial sur l'entreprise, c'était tout vert, on ne savait pas où regarder. Moi qui suis plutôt habitué à travailler sur du rouge, c'était un peu déstabilisant dans le bon sens du terme. Deuxième élément, c'est une entreprise qui a conscience que ça va bien, mais qui a conscience effectivement aussi qu'il y a beaucoup de transformations et dont il est absolument essentiel pour elle que ça continue à aller très bien. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez surprenant. Et pour ne rien cacher du cas, c'est aussi une entreprise qui est donc dans le secteur de l'horlogerie de luxe en Suisse et qui économiquement va très très bien. Il y a d'autres entreprises qui vont très très bien et qui se posent pas ces questions. Donc il faut quand même leur rendre cet hommage. Et on a énormément travaillé sur d'abord sur l'apprentissage horloger, les savoir-faire, leur évolution impactée par la technologie, le lien à la nature des produits réalisés, également des choses assez classiques de division du travail au sens de taylorisme qu'on va qualifier de léger, mais qui est en fait une vraie division du travail, un vrai renforcement des méthodes de conception des produits et de conception des process. Donc en fait, une certaine industrialisation d'un monde artisan. Et normalement, quand je dis industrialisation d'un monde artisan, on a été bien construit pour se dire « Ouh là là, ça ne va pas être bon pour la santé au travail ». Alors déjà, premier élément qui peut paraître anecdotique, mais qui est essentiel, c'est qu'un taylorisme poussé à l'excès est effectivement néfaste. Il n'y a pas besoin de continuer à pousser cette idée. Par contre, initialement parlant, le taylorisme a également aussi l'intérêt, en entrant, de demander très peu de compétences et donc permet d'accueillir en fait une population qui n'aurait pas pu accéder à l'artisanat horloger. Encore faut-il qu'ils ne passent pas leur vie à cette place.
Et donc déjà, le premier point, c'est que la division du travail n'est pas mauvaise en tant que telle, mais il faut qu'elle s'inscrive dans un système industriel permettant le développement des individus. Et si je la fais très très courte, un système industriel permettant le développement des individus est en fait permis ou contraint par le plan de collection ou le plan produit. C'est-à-dire que c'est la nature des produits et la méthode de fabrication de ces produits qui donne un espace de jeu développant, capacitant, ou un espace de jeu réducteur aux populations manufacturières. Et donc, si on pousse un cran plus loin, il ne s'agit pas uniquement de prendre en compte les enjeux du marché dans la définition du plan produit. Il ne faut pas non plus complètement les oublier, sinon ça va mal se passer. Mais il peut être astucieux d'articuler à ces enjeux marché, dans la conception du plan de collection, des enjeux de développement humain. Et bien, c'est exactement ce qui est en train d'être fait. Mais vous voyez la nature et l'évolution de la façon de réfléchir, de la nécessité de comprendre assez finement les activités, les tâches, le travail des horlogers et l'évolution dans le temps, et ensuite de développer une articulation entre un plan stratégique et une capacité effective de développement des horlogers. Je m'arrêterai là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est un superbe exemple. Juste pour les citer, je le traite avec Justine Ressac, qui est une doctorante chez nous, Sophie Hoge et Kevin Levillain. Voilà. On ne peut jamais ça tout seul. Hein. Merci beaucoup. Peut-être juste pour rebondir, c'est très intéressant cette approche, donc renversée vers comment finalement l'employé peut évoluer dans la structure. Et concrètement, ça se traduit par la mesure de la portabilité d'une action à une autre, c'est-à-dire si un jour bon, sans rentrer dans les détails non plus de l'entreprise en elle-même, mais en caricaturant, si je passe pendant une année ou 2 années de ma vie à travailler sur les maillons en tant que tel, est-ce que ce dont vous parlez, c'est ma capacité à pouvoir passer à une autre tâche? Alors en fait, je vais faire une métaphore dont j'espère qu'elle aura la vertu de saisir la question rapidement. En gros, quand on va concevoir le plan de collection, on va concevoir des postes de travail et de l'articulation de ces postes de travail sur des gammes de produits, sur des profondeurs et des horizons de tâches. Et en fait, on est en capacité aujourd'hui de faire des cartographies des postes. Donc d'ailleurs, c'est clairement une représentation du travail et pas le travail réel. Mais enfin, cela étant, quand je mets uniquement une pièce à tel endroit, je peux caractériser ce poste de travail. Et quand je fais de A à Z une montre très complexe, c'est un autre poste de travail voilà. Et donc le premier enjeu, c'est d'essayer d'effectivement disposer d'une cartographie des postes de travail et d'une capacité à voir comment se transforme cette cartographie des postes de travail en fonction des plans de collection, en fonction des quantités produites, en fonction des évolutions technologiques. Donc ça, on a ce type de représentation. Et après, c'est juste une question de déplacement de personnes dans cette cartographie. J'utilise la métaphore du parc d'attractions. Il y a différents types de manèges pour différents types d'utilisateurs du parc d'attractions. Donc, si je suis un enfant, il y a des manèges qui me sont inaccessibles parce que c'est potentiellement dangereux, mais je vais progressivement avancer de manège en manège. Et l'enjeu, c'est qu'à chaque fois, je puisse me développer et me réaliser dans une activité. Et ce qu'on essaye de mettre en place, c'est une conception intelligente du parc de travail, du parc d'activité, pour que les personnes, du début à la fin de leur carrière, puissent effectivement évoluer, s'ils le souhaitent. Parce qu'il y a un autre enjeu, c'est que parfois, on n'a pas forcément envie d'évoluer non plus. Travail en retrait, Saint-Celieu le mettait en évidence. Ça peut être tout à fait acceptable. Oui, ce qui est intéressant, si on pousse la réflexion plus loin, donc non seulement dans l'exemple finalement micro à l'échelle de l'entreprise, mettre en place cette stratégie permet d'augmenter le bien-être du travail, en tout cas sa conception du bien-être à l'échelle de l'entreprise, mais si on généralise à plusieurs entreprises, ça crée en fait une facilité dans la transition des métiers aussi, de pouvoir passer d'une entreprise à l'autre ou dans l'entreprise, de pouvoir savoir qu'on a un développement qui arrive, et je pense en particulier aux entreprises comme Uber, où on sait que les transitions sont très compliquées, les mal-être aussi, et justement on voit qu'à terme, plus vous restez dans l'entreprise, plus votre salaire va décroître,
et plus votre mal-être augmente. Et justement, ça permettrait peut-être une transition plus adéquate. En tout cas, il y a des recherches sur cette question, notamment dans le cadre de la chaire filière textile responsable avec Colette Depère. À date, et sur l'exemple que je viens de citer, on est plutôt sur l'entreprise que tout le monde souhaite atteindre à la fin de son parcours. Donc vous voyez qu'en fait, on observe une situation qui est plutôt très favorable et où on est dans une situation d'accueil. On est en train de travailler avec des collègues sur comment ça s'articule au niveau de la filière. À date, je ne suis pas en capacité de vous dire quelque chose d'intelligent, donc je ne vous dirai rien. Dans le parc d'attractions que tu construis, tu évites le train fantôme et le grand 8. Ça dépend, c'est super le train fantôme. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Cédric. Avant de clôturer définitivement cette conférence, je vous propose de vous donner la parole. Si vous avez des questions pour adresser à Pierre et Cédric. Ils ont été parfaitement clairs. Je ne vous cache pas que c'est super inquiétant. Mais bonjour. Moi, j'ai une question. Alors, vous pouvez le ressentir comme agressif, mais ce n'est pas la volonté. Il y a des écoles de management qui sont ce qu'elles sont. Et pour autant, aujourd'hui, on a deux invités. Un qui vient de l'école des mines, qui me semble qu'il y a une école d'ingénieurs, et un ingénieur. Est-ce qu'il n'y aurait pas une connexion entre bien-être et mal-être au travail, importance et dérive du management, et sur une conférence comme ça, d'inviter plutôt de scientifiques au sens sciences dures, que des enseignants en management? Non, votre question, alors déjà, merci de l'avoir posée. Elle n'est pas du tout perçue comme agressive, vous avez raison. Donc, il se trouve que je suis dans une école d'ingénieurs, et depuis très longtemps en plus, mais qu'en fait, je ne suis pas ingénieur. Vous m'obligez à faire mon coming out, en fait. En fait, moi, je suis normalien en économie-gestion. Je suis agrégé d'économie-gestion. J'ai une thèse en sciences de gestion. Et en fait, je fais que de la gestion. J'aurais pu être dans une école de commerce ou une école de management. Alors, ce qui nous sauve par rapport à votre remarque, c'est que le cercle de l'innovation dont on a beaucoup parlé est à l'université Paris-Dauphine, qui, je crois, a une petite connaissance en management. Sans reboucler sur ce qu'on disait à l'origine, mais c'est vrai que la question que vous posez, on pourrait la poser dans toute l'histoire du management, parce que quand on voit le profil des premières personnes qui ont cherché à poser dans l'histoire moderne les fondamentaux du management, on retrouve des Fayol, c'est bel et bien un ingénieur des mines, et les patrons des grandes boîtes avaient aussi des cursus ingénieurs. Donc la question, on peut la poser aujourd'hui, elle se pose depuis un petit peu de temps, effectivement. Il y a un point qui me semble... Si vous voulez, indépendamment des disciplines, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans la manière dont les institutions appréhendent le management. Donc, je ne vais pas les comparer en disant que certaines sont mieux d'autres, parce que ce n'est pas le propos, mais il y a clairement dans la constitution des sciences de gestion des généalogies qui sont différentes. On pourrait d'ailleurs en discuter. Il y a une généalogie qui vient des sciences commerciales, et des sciences, entre guillemets, presque du marché. C'est déjà voilà. Il y a une généalogie qui peut venir du droit, et il y a une généalogie qui vient de l'ingénierie. Il se trouve qu'il y a quand même un certain nombre de penseurs à l'origine du management qui sont effectivement des ingénieurs, mais pas des ingénieurs éloignés des réalités. Des ingénieurs qui, en fait, à un moment, sont confrontés à une activité et vont essayer d'inventer de nouvelles formes. Aujourd'hui, que ce soit dans les universités dont on vient de parler ou dans les écoles d'ingénieurs, il y a une tradition qui consiste à dire il faut s'efforcer d'articuler théorie et pratique, parce que c'est dans cette articulation et dans le fait d'aller, entre guillemets, au plus près de la réalité qu'on va comprendre les véritables enjeux.
Et ça peut se faire dans différentes institutions. Moi, aujourd'hui, l'élément qui me semble le plus essentiel, c'est effectivement, quand on s'efforce de parler du travail et de l'action collective, d'avoir un dispositif qui nous permet d'accéder, alors je vais dire, ou de s'approcher à la réalité de l'activité. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que les sciences de gestion adoptent systématiquement cette approche. Et pourtant, c'est un enjeu qui m'apparaît comme essentiel. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça donne des éléments de réponse, mais c'est pour un peu donner le... Merci. Oui, en fait, c'était par rapport à ce que vous parlez, le risque juridique dont vous parliez. J'ai pas bien compris de quel risque vous parliez. Il y a un risque, il y a un risque juridique d'établir un certain nombre de documents qui pourront être utilisés dans le cadre d'une enquête et d'un partage de responsabilités, par exemple, tout simplement. Je vous dis d'où je parle, hein, donc j'ai été effectivement chercheur intervenant, donc où j'ai pu voir, et puis aujourd'hui il se trouve que je suis directeur d'un centre et représentant du personnel. Et derrière, il y a également potentiellement, quand je rédige mes trucs, je suis un peu schizophrène, parce que dans une partie représentant du personnel, je dis voilà ce qu'il faut faire. Dans une partie directeur de centre, il faut que potentiellement je fasse également attention à ce que j'écris, et dans le dialogue avec la direction, voilà. Donc il y a toutes ces dimensions. Ce qui est certain, c'est que, par exemple, dans les dispositifs d'alerte RPS qui ont pu être institués pour essayer de répondre au problème des risques psychosociaux, il y a une très très grande prudence dans la manière dont on va renseigner. Et je le comprends, on peut le regretter, mais à un moment, si le poids juridique pèse sur soi, quelle qu'en soit la nature d'ailleurs, parce que et le seul point qui est embêtant, c'est qu'à un moment, il faut qu'on puisse discuter de ces questions, j'allais dire, indépendamment de cette épée de Damoclès nécessaire, parce qu'elles sont déjà suffisamment compliquées à penser dans un environnement serein, et elles sont encore plus difficiles à penser si on se met des contraintes. Voilà, c'est ce point-là. Et sachant qu'en plus, le risque juridique peut être à cible mouvante. Si je dis, on est dans une situation managériale, tu es mon manager, je suis ton manager, je vais dire, mais c'est un comportement harcelant. Si j'utilise ce vocabulaire-là, tu es potentiellement, tu peux dire, c'est du, quel est le mot, aidez-moi, c'est du, pas dénigrement, mais vous l'avez, c'est du... Diffamation, merci, c'est gentil. En fait, il faut que j'utilise un vocabulaire qui est « tu as un comportement inapproprié ». Parce que la notion de comportement inapproprié est neutre juridiquement, alors que comportement harcelant, c'est une qualification juridique. Voilà. Et par exemple, quand j'ai été formé en tant que représentant du personnel, ce qui m'a appris plein de choses, c'était vachement intéressant, y a tous ces éléments qui ont une certaine logique, vous voyez, c'est important, mais qui en tout cas sont aussi introduisent un bruit dans mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Voilà. C'est juste ça. Enfin, c'est tout ça aussi. Bonjour. J'ai une petite question par rapport au sujet de tout au début. Comment est-ce que quels seraient vos conseils pour quelqu'un que demain, pas demain parce que c'est dimanche, lundi, voit son manager et il dit moi je voudrais peut-être co-créer les objectifs du manager pour une organisation, une entreprise que l'a pas maintenant. Donc comment est-ce que vous ouvriez la discussion? Est-ce que c'est plutôt avec les collègues au même niveau et après avec une collectivité on va parler au manager, ou est-ce que c'est pendant un one-on-one donc quel est vos conseils pour ouvrir cette discussion? Et après, j'ai une autre question. Elle est difficile, votre question, mais c'est un bon
bon cas pratique. Alors, je vais quand même juste prendre quelques précautions parce que ça dépend de l'organisation, de sa culture. Il y a des organisations plus ou moins facilitantes pour ce genre de choses. Moi, j'ai une sorte de conviction qui est que sur toutes ces questions, en fait, ce sont par nature des questions collectives. Et l'isolement et à la fin, l'isolement ou la partition par rapport aux équipes apporte soit rendre l'action impossible, soit offre un angle partiel. Donc mon premier conseil entre guillemets, c'est bien avoir à l'esprit qu'en fait il y a une pluralité d'acteurs qui sont concernés et il y a une nécessité à prendre en compte cette diversité de logique parce que sinon on va arriver à quelque chose qui est difficile. Okay. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le second élément, c'est plus de mettre en avant le fait que quels seraient les grains d'une telle pratique, en fait. Qu'est-ce que ça permettrait de faire? Je prends un exemple très concret sur une recherche qu'on a menée avec Viviane Folcher et Stéphane Ballas, respectivement à Agro-Dijon et au CNAM, sur la réinvention du travail par les travailleurs. Voilà, bon, c'était dans un dispositif assurantiel de solidarité. La difficulté à laquelle on s'est confronté, c'est justement prendre comme clé d'entrée le travailleur. Ça ne suffit pas. Il n'est pas propriétaire de toutes les logiques pesant sur le travail, en fait. Il y a Pascal Huguetto qui met ça en évidence. Il y a une vision absolue de dire c'est le travailleur qui est propriétaire de son travail. Il est propriétaire d'une partie, mais en fait, il est au croisement de plein de logiques différentes. Il faut essayer d'articuler ça. Voilà un petit conseil. Vous me direz lundi si ça a marché? Oui. Oui, je dirais subir le droit. Une autre question peut-être un peu trop longue pour répondre, mais est-ce que peut-être les questions de mal-être, bien-être au travail, c'est aussi très lié à l'organisation de l'entreprise. Je parle des structures assez petites, genre jusqu'à 100 personnes, parce que peut-être pas tout le monde qui a un petit peu de seniorité veut pas être manager. Et normalement, de croissance, oui, la croissance de progression de carrière, c'est toujours très lié au manager. Donc, on commence comme junior, un peu mid-level et après manager. Il n'y a pas comme qu'un sorti senior, expert, conseil, peu importe. Ouais. Merci. Quelques éléments. Donc, le premier point, c'est que vous avez tout à fait raison. Hein, les enjeux de santé au travail sont liés à l'organisation du travail, en hypothèse numéro 1. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que ça qui rentre en compte, mais c'est très sain d'avoir plutôt cette approche. Et après, sur la question de l'attractivité des postes de manager et de la hiérarchie de ces postes, aujourd'hui, il y a une vraie question. On le voit en termes de malaise des managements intermédiaires. Et après, historiquement, il y a eu d'autres chemins. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, ça s'applique aussi dans d'autres univers. On parle souvent de double échelle dans les organisations, l'échelle managériale et l'échelle d'expertise. Certaines organisations peuvent également parler de triple échelle. L'échelle projet, où là, on est plus sur une logique de management de projet, l'échelle managériale et l'échelle d'expertise. Et donc ça va dépendre effectivement. Alors souvent, il y a une dizaine d'années, on avait plutôt tendance à dire tout le monde a bien compris que c'était par le chemin managérial qu'on faisait carrière et on avait un enjeu à renforcer le chemin technique de l'expertise, de la connaissance du métier. Potentiellement, on est peut-être en train de voir une évolution du fait de l'insoutenabilité des postes de manager. Mais la question est ouverte. Bonjour, merci beaucoup. Vous avez évoqué au début de l'intervention les évolutions des besoins depuis une vingtaine d'années, du contexte, etc. Mais on a peut-être un peu rapidement évoqué les nouvelles organisations du travail, notamment le recours au télétravail, ce qui détend un peu le lien avec le collectif, et puis aussi les attentes de nos fameux millennials avec le sens au travail, etc. Comment vous intégrez ces problématiques dans le management? Merci.
Ce qui est intéressant sur la question du télétravail, c'est de voir le fait qu'il y a eu une irruption du télétravail massive dans nos vies avec la crise sanitaire qui fait qu'on a, hormis quelques organisations qui étaient très avancées en la matière, beaucoup étaient plutôt sur une forme d'attentisme sur le sujet. Et de fait, le télétravail s'est invité dans nos vies à tous. Et puis, ce qui paraissait à toutes les entreprises totalement impossible à mettre en place, du jour au lendemain, c'est devenu possible, et pour tout le monde, enfin, en tout cas pour une catégorie de métiers. Moi, ce qui m'a frappé, et c'est des discussions qu'on a eues ensemble, c'est à quel point l'utilisation des outils technologiques a été beaucoup plus rapide que le développement des pratiques managériales associées, et on s'est beaucoup plus vite soucié de savoir comment on allait utiliser Zoom ou Teams et faire les réunions que de développer des pratiques de management associées, et de dire notamment de passer sur un management qui forcément est un management de fait par objectif, là où quand on a tout le monde dans le même bureau, on peut avoir un management beaucoup plus direct et de proximité. Lorsqu'on a tout le monde à distance, on est condamné, entre guillemets, à travailler beaucoup plus par le management, par le sens, par les objectifs, et laisser de l'autonomie aux personnes. Et l'octroi de l'autonomie aux personnes, ces évolutions des pratiques de management, ça a pu être, dans le meilleur des cas, pensé en cours et appris en cours. Il y a beaucoup d'organisations qui se sont retrouvées en déficit total de réflexion sur ces évolutions de pratiques managériales, et de là, effectivement, des dérives ou des choses, ou des personnes qui devaient toutes les heures raconter et appeler leur chef pour leur dire qu'elles étaient toujours au travail, ou des pratiques totalement déviantes de personnes qui disent « je reste derrière mon PC tout le temps, toute la journée, parce que si j'ai malheur de me lever et qu'à ce moment-là, je ne peux pas décrocher le téléphone ou répondre aux mails immédiatement, on va dire que forcément, je suis allé faire un tour vers mon supermarché ou faire du repassage ». Et on a il y a des comportements et des croyances totalement déviants qui se sont installés dans les pratiques des organisations. Donc, effectivement, ces nouvelles pratiques-là ont beaucoup interrogé le management, et beaucoup d'organisations ont encore fait l'économie de voir à quel point ça avait transformé leur pratique, ça c'est sûr. Peut-être quelques éléments. Enfin, déjà, sur le télétravail, il agit différemment selon la nature des métiers, et il y a... Aujourd'hui, certains commencent à dire qu'il y a effectivement plutôt une nouvelle scission entre activité télétravaillables et activité non télétravaillables, avec quelque part des nouvelles classes de travailleurs, le terme de classe étant employé en connaissance de cause, en référence à notre histoire sociale. Mais ça, c'est déjà le premier point. Il ne faut pas le penser de manière homogène. Il y a quand même plein d'activités qui sont non télétravaillables par nature, et qui agrègent des métiers, alors certes essentiels, mais aussi particulièrement difficiles. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point, c'est la réponse en urgence par le télétravail en période de Covid a donné des résultats assez, disons, surprenants, pour utiliser un terme neutre. Une très très forte intensification du travail, un accroissement dans certaines organisations assez massif des critères de performance à court terme. Augmentation de productivité de 30% dans le traitement des dossiers. On se dit c'est génial. Alors, en fait, il y a un second effet qui se coule, c'est ce qu'on mettait en évidence. C'est une performance à court terme, elle peut épuiser les ressources. En fait, c'est pas très difficile de faire une performance exceptionnelle une fois. Après, un cran plus loin, on a regardé, mais en fait, les congés n'ont pas été pris, potentiellement, les personnes n'ont pas été en interaction, et du coup, se sont alors soit affaiblies en termes de connaissances, soit pas renforcées. Et donc, aujourd'hui, c'est toutes ces questions qui sont posées, sachant que c'est assez difficile d'avoir des certitudes. Et en tout cas, les études de la DARES sur la question du télétravail montrent que le discours qu'on a priori n'est pas complètement corrélé à la réalité. Donc, je vous renvoie aux études de la DARES qui ont pour mérite de faire un bel état des lieux de cette question à travers le temps. Voilà. Et sur les jeunes, on a une vraie difficulté sur les jeunes, c'est qu'à chaque génération, on dit que les jeunes sont différents, mais la manière dont ils sont différents quand on les compare aux anciens, il y a une stabilité de cette différence, en fait. Donc, on se demande toujours si ce n'est pas une manière de s'étonner de la jeunesse,
s'étonner que la jeunesse soit jeune et de s'étonner que les anciens soient anciens. Pour moduler peut-être un peu, il y a des attentes, en tout cas à l'université, qui sont nouvelles, avec des comportements plus radicaux sur à la fois les enjeux climatiques, potentiellement les enjeux géopolitiques, mais également les enjeux religieux. Alors peut-être que je suis devenu un ancien qui m'étonne que la jeunesse est jeune. Merci beaucoup. Peut-être dernière question, après, pour libérer nos deux intervenants. Oui, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une difficulté, et vous parliez tout à l'heure de l'insoutenabilité du poste de manager intermédiaire. Et depuis le début de ces conférences, on a une vision collective avec du recul, des stratégies managériales. Et au quotidien, on parle de bien-être et mal-être des individus, des salariés. Et de plus en plus, les gens s'expriment par leur ressenti. Et le ressenti de Pierre n'est pas le même que celui de Paul, bien qu'ils soient dans la même équipe. Et le manager, il doit composer avec ces individus, et tout en ayant les injonctions de la direction sur des objectifs à atteindre, etc. Et tout à l'heure, vous faisiez un petit jeu de rôle avec une notion de harcèlement. Et la notion de harcèlement en droit, elle est vraiment sur du ressenti. Donc, un manager qui fait son job, il peut être perçu comme harcelant pour l'un, alors qu'il ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Et nous, on parle que de choses, de vision collective, de stratégie. Et je peux comprendre que certains managers, enfin, certaines personnes n'aient plus envie d'être à ces postes de manager. Et l'autre constat, c'est aussi qu'ils sont, ces managers, incompétents. Alors, c'est pas contre les personnes qui ont ces postes. Tout à l'heure, on parlait d'évolution. Je suis junior, donc je dois nécessairement accéder à un poste de manager, mais pas forcément. Je ne sais pas forcément manager, même si j'ai une bonne compétence technique. Et je trouve que dans encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui, les postes de manager intermédiaire sont tenus par des personnes certainement très, très compétentes dans plein de domaines, mais pas nécessairement celui d'un encadrement de personnes, où ils sont mal dirigés aussi, peu importe, mais il y a une carence dans les entreprises intermédiaires, je trouve, qui mènent à ces mal-être au travail. Et voilà, il y a des gens qui ont envie de vivre les choses par leur prisme à eux, tout seuls, sans s'occuper de la collectivité aussi, quoi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous constatez ou pas. Je vais prendre juste un exemple, ce que vous dites est assez juste sur à la fois la diversité des subjectivités, et c'est effectivement le cas. Après, il y a quand même quelques guides, quelques doctrines qui s'étoffent. D'ailleurs, je prenais sur les risques psychosociaux, on commence à avoir, si vous prenez les jugements de jurisprudence, des éléments qui bornent en fait, et c'est des ressources, d'abord c'est des ressources, j'allais dire, de ce que dit la loi. Voilà, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais la loi a dit que. C'est vachement utile quand même, la loi a dit que. Ça étaye un peu sur ces questions. Donc, et puis ça permet en les lisant, en réfléchissant, de se donner aussi des guides. Après, il y a un autre élément, c'est la capacité de dialogue entre managers. Je sais qu'aujourd'hui, en tout cas dans nos pratiques, il y avait un éclatement et un isolement des managers intermédiaires qu'on regrettait, et progressivement d'ailleurs, à l'initiative de la hiérarchie, il y a eu des réunions qui préparaient la réunion avec la hiérarchie, où tous les managers n'étaient qu'entre eux. Il y avait une heure où, alors bien entendu, les premiers quarts d'heure on râlait, demi-heure on réfléchissait, et à la fin on commençait à être un peu plus étayé. Et en fait, ce genre de trucs, c'est des espaces qui permettent de répondre à certains éléments de la question que vous posez. Mais vous voyez, encore une fois, d'un point de vue collectif. Je pense que le grand drame, c'est que si on pose ces questions à des niveaux individuels ou interindividuels, c'est-à-dire le colloque singulier entre le manager et le managé, ça peut pas marcher. Enfin, ça peut pas marcher, c'est utile, mais
on pose la question de manière extrêmement amputée, extrêmement étroite. Alors qu'en fait, dès qu'on recommence à socialiser ces questions, je ne vous dis pas qu'on va trouver des réponses, hein, et peut-être d'ailleurs ça peut partir en cacahuète aussi, mais cela étant, ça permet d'ouvrir un espace et de moins s'enfoncer dans quelque chose qui en fait est extrêmement réducteur. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pierre, merci Cédric, merci à vous d'être venus assister à cette conférence. Pour pitcher une prochaine conférence, n'hésitez pas à venir la semaine prochaine pour une conférence qui va traiter des inégalités dans le travail, inégalités de genre, ethnique et d'un point de vue un peu plus économique cette fois-ci. N'hésitez pas à revenir. Merci à vous et bonne journée. Merci à tous.